Je vous remercie pour cette introduction et je remercie bien évidemment les organisateurs de m'avoir convié à cette journée et de leur abnégation à pouvoir mener à bien cet événement, sachant qu'il a déjà été reporté. Et je vous remercie d'avoir tenu bon et de l'avoir organisé, même en distanciel, même si je comprends toutes les difficultés. Le sujet qui m'a été proposé, donc le bien-être animal et le droit primaire et dérivé, que le bien-être animal est aujourd'hui en fait une exigence qui est intégrée dans notre quotidien, principalement comme consommateur ou comme propriétaire d'un animal, sans que soit nécessairement maîtrisé d'ailleurs son contenu. L'Union européenne n'est sans doute pas étrangère à la diffusion même de cette exigence de bien-être, mais également sans doute à la difficulté d'en comprendre le périmètre. Le mouvement à l'égard de cet impératif est toutefois plus large et plus profond, dépassant bien évidemment la seule Union européenne, tant les sources sont diverses, y compris au niveau des États membres. Ainsi, appréhender le bien-être animal conduit à être confronté à de multiples définitions convergentes. On peut citer notamment l'ANSES qui, dans un avis de 2018, précise que le bien-être se définit comme un état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi qu'à ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. L'Organisation internationale de la santé animale, également, qui réunit 182 membres, désigne l'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt, et ces définitions pourraient en été complétées par d'autres. Mais cette notion n'est pas systématiquement définie, d'ailleurs, à l'image du droit de l'Union, qui a choisi de renvoyer plus certainement au respect de différents principes ou à des bonnes pratiques. Il est certain, en revanche, que les renvois au bien-être animal ont été amplifiés ces dernières années avec la référence à ce bien-être animal dans des textes qui n'ont pas nécessairement pour objet principal le bien-être. C'est vrai à la fois en droit de l'Union, c'est vrai également au sein du Conseil de l'Europe, avec des conventions européennes sur la protection des animaux, en 1968 et en 1976. Et donc, on a finalement une référence au bien-être qui n'est pas toujours définie et qui se superpose parfois avec d'autres problématiques telles que la protection des animaux en elles-mêmes ou encore la santé publique, notamment. En effet, le bien-être animal n'est pas immédiatement apparu comme l'objectif prioritairement affiché au sein de l'Union. La thématique s'est confondue avec la protection des animaux, ce dernier élément devançant même l'exigence, dans un premier temps, de bien-être, notamment dans les premières directives communautaires, mais également de manière plus symbolique dans la déclaration annexée au traité de Maastricht en 1993, dont l'intitulé est bien la protection des animaux. Le bien-être ne figure que dans le corps de la déclaration et pas donc dans l'intitulé, dans le titre. On va dépasser progressivement cette approche, tant au niveau du droit primaire que du droit dérivé. Et le premier saut qualitatif se fait finalement avec le traité d'Amsterdam et l'adoption du protocole numéro 10, qui fait le lien directement entre la sensibilité des animaux et donc le bien-être et la protection des animaux. On a un lien direct, cette fois-ci, qui les met au même niveau. Et puis, ce protocole va être modifié dans le cadre de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avec le traité de Lisbonne. Et cette fois, la part est faite véritablement belle au bien-être animal, indépendamment de tout autre objectif. L'animal trouve ainsi une place explicite dans le traité et n'est plus relégué dans des dispositions annexes. Ce glissement en faveur de la protection du bien-être des animaux, de dispositions non contraignantes à une insertion dans un article du TFUE, renforce nécessairement la portée même de ce bien-être et on ne peut plus ignorer l'exigence de bien-être finalement dans ces différentes dimensions. L'article 13 définit même pour la première fois les animaux en tant qu'êtres sensibles de manière contraignante et l'usage invite à une rupture finalement dans la perception de l'animal, celui-ci ne pouvant plus être seulement perçu en sa qualité de marchandise, il doit dorénavant être pensé au travers du droit de l'Union comme un être vivant impliquant des incidences au-delà de la seule de l'animal comme élément de production de richesse. L'élaboration de règles n'a toutefois pas attendu l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, puisque depuis plusieurs décennies, de nombreux textes de droit dérivé ont été intégrés dans l'ordre juridique de l'Union. Ainsi, dès les années 70, des directives ont été adoptées, principalement à l'égard des animaux d'élevage, et puis la Commission a publié également des communications relatives à des plans d'action régulièrement en 2006, en 2012, et ainsi on a une attention récurrente aujourd'hui des institutions, et plus précisément de la Commission européenne et du Parlement européen, le Parlement européen faisant une aimable pression pour
le dire gentiment, à l'égard de la Commission et du Conseil afin que des textes soient adoptés. Ils l'ont fait aussi très clairement, ces textes ont été adoptés sous la pression, il est vrai, des associations de défense des animaux, des citoyens de l'Union européenne. Madame Lorraine Battière l'a rappelé précédemment, il y a eu effectivement un certain nombre de résolutions, un certain nombre de pétitions, voire des initiatives citoyennes européennes qui ont été initiées de manière à repousser les limites finalement du droit de l'Union européenne. On peut citer notamment le cas des vaches laitières qui ne font l'objet d'aucune disposition particulière. De manière plus prosaïque, néanmoins, il faut ajouter que l'ensemble des règlements et des directives qui ont été adoptés puis modifiés ont cherché à renforcer les normes minimales applicables et le bien-être animal s'est sans nul doute amélioré, comme l'a noté d'ailleurs la Cour des comptes, ce qui a été rappelé précédemment dans un rapport de 2018. Cependant, envisager le bien-être au travers du droit primaire et dérivé implique de s'interroger sur l'état du droit au moment des premières revendications par rapport aux droits positifs et par rapport aux objectifs portés par les revendications. Il s'agit ainsi d'analyser la capacité du droit de l'Union sous l'angle des textes, c'est le choix qui a été opéré, et uniquement sous l'angle des textes, indépendamment de toute interprétation jurisprudentielle qui, là, cette thématique sera développée par l'intervenante suivante, en l'occurrence Claire Vial, eh bien, rechercher si le droit primaire et le droit dérivé permettent de protéger effectivement ces revendications. En effet, la protection du bien-être animal doit être considérée au regard de la capacité des textes à pouvoir appréhender l'ensemble des animaux qui semblent être objet de revendications très largement et avoir une approche cohérente du bien-être par rapport à ces mêmes animaux, indépendamment de leur finalité économique ou non, de leur qualité d'animaux domestiques ou sauvages, ou de leur usage à titre professionnel ou personnel. En outre, il est nécessaire de s'intéresser au contenu des règles et de leur adéquation et de leur effectivité. L'analyse des textes met ainsi en évidence que l'insertion du bien-être animal a été construite en devant être conciliée avec d'autres impératifs, notamment ceux de l'équilibre économique des filières agricoles, mais encore des rites religieux, des traditions culturelles. Ainsi, l'examen des dispositions conduit à identifier une reconnaissance juridique contrastée du bien-être animal qui s'accompagne toutefois de mécanismes favorables à une effectivité de ce même bien-être. On a effectivement une reconnaissance juridique contrastée du bien-être animal. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'Union européenne reconnaît la protection du bien-être animal. En 2021, on l'a dit, un grand nombre d'occurrences apparaissent dans Eurlex et donc on sait qu'effectivement des textes sont régulièrement adoptés. Cette situation était le fruit d'un long processus, finalement, puisque le traité de Rome de 1957 ne prévoit rien de spécifique sur les animaux, en dehors, finalement, du fait qu'ils soient saisis par l'intermédiaire de la politique agricole commune en tant qu'élément de production agricole, de produits agricoles. Aujourd'hui, leur présence est assumée à l'article 13 du TFUE, mais il faut noter que cette disposition ne trouve aucun écho ni à l'article 3 du traité sur l'Union européenne qui fixe les objectifs de l'Union européenne, ni dans la Charte des droits fondamentaux. Attention, cela ne signifie pas que le bien-être ne veut pas être inséré ensuite dans une interprétation de ces dispositions, mais l'article 13 du TFUE est en lui-même isolé. Or, par cette formulation de l'article 13, il y a certaines limites qui impliquent finalement la mobilisation d'autres dispositions, et donc je vais voir en l'occurrence qu'il y a une fragmentation des fondements juridiques pour parvenir à une protection du bien-être animal, mais que ce champ finalement d'application apparaît incomplet car tous les animaux, finalement, ne sont pas couverts. Je vais aller rapidement sur cet élément, mais l'article 13 du TFUE est en réalité une clause finalement horizontale qui se conçoit contraignante à l'égard uniquement de certaines politiques de l'Union européenne qui y sont expressément visées. Le domaine de l'agriculture, la pêche, le transport, le marché intérieur, la recherche, le développement technologique et l'espace. Dans les autres hypothèses, finalement, il n'y a pas de couverture obligatoire du bien-être animal. Or, le bien-être animal ne peut pas se limiter à ces politiques, puisque, bien évidemment, il y a des animaux qui ne sont pas conçus comme des éléments agricoles ou pour la pêche et qui ne sont pas nécessairement à être transportés dans des conditions particulières. Et du coup, n'ayant pas de compétences autonomes en matière de bien-être animal, eh bien, le législateur est allé chercher d'autres dispositions. Il a mobilisé, bien évidemment, les dispositions visées par l'article 13. On pense au marché intérieur avec l'article 114 du TFUE, la politique agricole commune avec l'article 43 notamment, mais il a été aussi cherché, ça a été dit précédemment, les dispositions en matière de politique environnementale, voire en matière de santé publique. Et donc, ces articles ont permis de favoriser une protection plus large
finalement des animaux. On a pu aller chercher notamment les animaux sauvages, notamment je pense aux oiseaux en matière environnementale, mais pas seulement. Et donc, on a eu un débordement qui s'est opéré par de multiples, finalement, bases juridiques. Cependant, le droit primaire, très clairement, a une incidence directe sur le contenu du droit dérivé. Et bien évidemment, on ne peut pas aller dans le système de l'Union européenne au-delà des compétences qui sont attribuées à l'Union et donc au contenu des articles, y compris en matière d'environnement, en matière de santé publique. Et donc, on a des limites qui s'imposent progressivement. Et donc, on a du mal à lier expressément, par exemple, sur l'environnement, le bien-être avec les animaux sauvages, alors même que pourtant les textes cherchent manifestement à protéger effectivement cette idée de bien-être. Je pense pour la question des oiseaux sauvages, notamment à toutes les dispositions relatives à la reproduction, qui nécessitent nécessairement d'avoir, pour protéger ces oiseaux, des conditions qui soient optimum. Et en réalité, ce que l'on vise, c'est le bien-être en protégeant certaines zones particulières. Cette question vaut aussi pour les animaux présents dans les zoos. On l'a pour d'autres éléments, mais voilà quelques exemples dans le temps qui m'est imparti. Et puis, on a des règles également qui vont appréhender pour autant le bien-être sans l'assumer directement et même qui vont s'en défendre. Je pense à la directive, au règlement de 2016 sur les maladies animales transmissibles, où il dit très clairement que cette disposition n'a pas vocation à traiter du bien-être animal. Or, on sait aujourd'hui que cet élément-là est pris en considération et doit être pris en considération avec un élément simple, l'approche globale recherchée en matière de protection et de revendication. En réalité, quand on vise à protéger des maladies, on ne vise pas que les animaux qui font l'objet d'élevage. La difficulté est donc qu'il n'existe pas de texte spécifique qui permet une approche globale de la protection animale et donc cela conduit à une approche complexe et conduit finalement à une fragmentation du droit qui est en plus renforcée par le fait que le législateur européen a choisi finalement d'adopter des directives spécifiquement pour des espèces animales, veaux, porcs, ovins, équidés, poules notamment. Et ça conduit finalement à une juxtaposition de règles où il y a des reprises bien évidemment d'éléments communs, mais on a finalement un droit qui est éclaté, qui a le bénéfice en revanche d'être très précis et d'imposer des règles techniques en matière d'élevage qui vont être très protectrices sur la superficie, le revêtement, les méthodes d'élevage, l'accès à l'eau, les mangeoires. Mais en l'occurrence, c'est quand même un droit qui est éclaté et qui parfois se superpose. Il en résulte une absence de cohérence quand même de ce système. Si on prend l'hypothèse, par exemple, que les veaux sont protégés, on ne protège pas en revanche les bovins, on ne protège pas les vaches laitières, pas plus que les races à viande, alors même que les veaux sont protégés en tant même que pourtant que races à viande. Sur les poules, on a des dispositions pour les poules pondeuses et pour les poules élevées pour leur chair. On pourrait se poser la question pourquoi il n'y a pas sur cet animal des éléments communs, alors même que l'animal quand même a des caractéristiques qui lui sont communes, même si les productions sont différentes. On a du mal donc à traiter ces éléments. Ce qui pose une difficulté, c'est que cela va à l'encontre de l'approche qu'on peut avoir de Global Health, qui est en train de monter, qui est essentielle en la matière. Sur un autre point, ça pose des difficultés, c'est que le champ d'application est finalement incomplet. Je l'ai dit, l'article 13 ne permet pas de concevoir l'ensemble d'appréhender l'ensemble des animaux, avec une difficulté, c'est que, et là je reviens sur One Health ou Global Health, l'idée est bien aujourd'hui avec la protection animale d'avoir une approche englobante, protégeant également la santé humaine et la santé animale de la même manière au travers du bien-être. L'actualité récente et qui a fait reporter ce colloque montre bien qu'effectivement, une des questions qui est posée avec la Covid-19, c'est bien la relation en permanente entre l'homme et son espace naturel et l'espace réservé aux animaux et la protection de chacun. Or, aujourd'hui, de la manière dont est conçu le droit de l'Union européenne, ça ne permet pas nécessairement de faire le rapprochement entre les deux éléments. Au contraire, le droit de l'Union européenne conduit d'abord à écarter un certain nombre d'hypothèses. On a un régime qu'on pourrait appeler dans certains cas dérogatoire, puisque l'article 13 vise à ne pas considérer notamment certains comportements qui pourtant vont à l'encontre du bien-être animal, mais qui sont assumés au niveau de l'Union européenne, en tout cas du droit primaire. J'entends tout ce qui concerne l'abattage rituel, ce qui concerne également certaines activités culturelles ou de patrimoine, on pense à la corrida, on pense au combat de coq, etc. On est bien en contrariété avec le bien-être et pourtant, on a un régime dérogatoire. Mais au-delà de ça, les dispositions de droit dérivé, elles-mêmes, fondées sur le droit primaire et notamment sur la PAC, ne permettent pas d'appréhender tous les animaux.
Et ainsi, on voit que les animaux, notamment détenus comme animal de compagnie, ne font pas l'objet de dispositions spécifiques. Et puis même quand il y avait possibilité de prendre des dispositions, eh bien le législateur n'est pas nécessairement intervenu. Ainsi, les lapins, les bovins, les ovins, les dindes, mais également les poissons, ne font pas l'objet de directives ou de réglementations spécifiques permettant de les protéger, ce qui pose une véritable difficulté. Pourtant, il y a eu des demandes, des revendications, si on revient sur la thématique précisément, sur les vaches laitières. Il y a eu une demande en 2012 dans l'initiative citoyenne européenne de l'élaboration d'une norme. Eh bien, cette norme n'a jamais été adoptée. On voit bien ici qu'il y a finalement une limite à l'élaboration du droit dérivé et qu'on n'arrive pas nécessairement à aboutir à des dispositions satisfaisantes. Et puis le droit dérivé lui-même, parfois, exclut, pour des raisons économiques, une partie des exploitations agricoles. Je pense en matière notamment de protection des poules pondeuses. Toutes les exploitations de moins de 350 poules ne font pas l'objet, ne sont pas dans le champ d'application de la directive. Parallèlement, on peut poser également le cas des veaux. On a également sur la directive 2008, toutes les exploitations avec moins de 6 veaux ne se voient pas appliquer immédiatement les dispositions. On voit donc bien que le droit dérivé fait parfois un tri et donc n'arrive pas à une application généralisée des règles en matière de bien-être. Tout ça, il faut le considérer, pour concilier d'autres impératifs et notamment les impératifs économiques du monde agricole qui sont un élément fort puisqu'il y a des investissements qui sont lourds, qui sont souvent rappelés et qui ont été rappelés notamment dans le cas des poules pondeuses récemment. Néanmoins, lorsque le législateur européen adopte des textes, il cherche une effectivité de ces mêmes textes. Effectivité à travers différents mécanismes qui vont à la fois prendre l'ensemble de la vie de l'animal, mais qui vont se faire en lien avec également les États membres. On a 2 mécanismes principaux qui permettent finalement de garantir l'effectivité. Le premier, c'est l'instauration de contrôle. Très clairement, on a l'instauration de contrôle systématiquement. Je précise que les contrôles en réalité sont de nature différente. On a des contrôles qui vont d'abord s'exercer directement dans le cadre de la politique agricole commune sur les conditions d'élevage, par exemple, mais qui existent aussi sur le transport des animaux. Et là, il faut noter qu'il y a une conditionnalité parfois du versement des aides agricoles en lien avec le respect du bien-être animal. C'est prévu avec des sanctions qui peuvent aller à une réduction de 1 à 5% du montant des aides financières. Cet impact n'est pas anecdotique en réalité, hein, c'est un montant qui peut être conséquent. Toutefois, la Cour des comptes, comme ça a été rappelé, a rendu un rapport sur le bien-être animal et sur la politique mise en place par l'Union européenne. Et en réalité, les États ne mettent pas en place ces sanctions. Il y a très peu de contrôle et surtout, on dénote qu'en France, notamment, malgré un non-respect de certaines normes, eh bien, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de suite. Et donc, la Cour des comptes a réclamé qu'ici, il y ait davantage d'éléments. Néanmoins, les contrôles doivent être effectifs selon les textes, avec des inspections régulières et qui doivent effectivement se faire avec des contrôles sur place et des rapports qui doivent être remis notamment à la DG Santé. On a donc des mécanismes, je parle bien sur le plan des textes seulement, pas d'effectivité qui sera vue dans sa réalité cet après-midi, qu'il y a effectivement des limites. Il y a également des contrôles qui sont posés plus largement dans les relations avec les pays tiers, au moment de l'importation d'animaux, et puis sur les denrées également, qui vont être données aux animaux. Il y a des contrôles qui sont effectués, mais là encore, s'il y a le principe des contrôles, la fréquence et le taux minimal de contrôle n'est pas prévu, ce qui rend incertain l'efficacité de la protection du bien-être animal. Et puis, dernier élément qui permet un mécanisme en faveur du bien-être animal, c'est la dépendance aux données scientifiques. J'ai été marqué par le fait que les données scientifiques sont omniprésentes finalement dans les textes de droit dérivé. Il y a une volonté de comprendre le bien-être et de fonder les dispositions sur des données scientifiques. Alors, c'est à la fois très positif puisque ça permet d'élaborer des normes toujours plus exigeantes. Effectivement, on a des normes minimales qui sont toujours plus exigeantes, mais il faut pouvoir élaborer ces normes et c'est relativement difficile. Il y a des organismes ou des structures qui ont été créés à cette fin et on en trouve de manière quasiment systématique. Mais le défaut, en réalité, c'est qu'il y a une dépendance ici qui peut retarder l'élaboration de normes et qui ne permet pas pour tous les animaux de créer finalement des normes minimales. Et c'est sans doute ce qui explique aussi que certains animaux ne soient pas couverts dans certaines situations. Et puis, le recours à des données scientifiques conduit finalement
à fragmenter davantage le droit, puisque connaître le bien-être animal, scientifiquement, conduit finalement à analyser chaque espèce différemment et à trouver ce qui lui correspond spécifiquement. Ce qui veut dire qu'on est très loin d'aller vers une approche globale. En conclusion, je crois que je suis à la fin de mon temps, mais je n'ai pas le chrono, j'ai essayé de respecter. En conclusion, le droit primaire, donc, et le droit dérivé de l'Union, n'ignore pas le bien-être animal avec une volonté certaine de protéger. Et depuis des décennies, ce droit est réel. Il apparaît néanmoins encore incomplet dès lors qu'il ne couvre pas et ne permet pas de couvrir l'ensemble des animaux, quelles que soient leurs conditions. Il n'est pas exempt également d'imprécisions. Je ne suis pas revenu sur ce point, mais toutes les dispositions ne sont pas nécessairement compréhensibles et opposables parce qu'elles ont des terminologies trop générales. Cette situation conduit donc nécessairement à se tourner vers le juge de l'Union afin de préciser et finalement de garantir l'effectivité et la conciliation de ces intérêts. Et là, je crois que nous aurons sur le travail du juge de l'Union une intervention qui viendra nous éclairer très largement sur ce point et donc compléter la nécessaire intervention de ce juge par rapport à ce droit primaire et dérivé.